Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur les enjeux de la reproductibilité des données. Je vais laisser la parole à Gabriel Bale, qui est docteur, qui est actuellement en postdoc. Il a fait son doctorat à l'Université de Montpellier au Centre d'économie de l'environnement et il est actuellement au laboratoire GATT, le groupe d'analyse et de théorie économique. Et donc, il va aujourd'hui nous parler des questions de reproductibilité sur lesquelles il a travaillé au cours de sa thèse et sur lesquelles il continue de travailler. Voilà, Gabriel, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Je te laisse la parole et je te fais signe s'il y a des questions. Alors, merci François déjà et bonjour à toutes et tous. Comme l'a dit François, aujourd'hui je vais essayer de vous parler un petit peu de ce qu'on a appelé la crise de la reproductibilité et qu'est-ce que ça implique pour la recherche en termes d'évolution des pratiques, qu'est-ce que ça change pour nous, que ce soit pour les chercheurs, pour les doctorants. Voilà, l'idée c'est un peu de voir sur la base de Pas non plus, l'expérience c'était que j'ai presque pu que les réunions avoir. avant, donc c'était juste pas possible. Sur la base des expériences que j'ai pu avoir et des recherches qu'on a pu faire, notamment avec Dimitri Dubois qui est également là aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique pour la recherche? Euh, alors, pour commencer, je vais vous parler d'un exemple pratique qui est très connu et très parlant. C'est un exemple d'une étude qui a été conduite par Ami Cuddy en psychologie, où l'idée c'était de montrer que le fait de changer de posture avait un impact sur notre performance au niveau professionnel, en termes de compétitivité, etc. Et que du coup, changer de posture, on pouvait changer de posture pour plus de succès. C'était un peu l'idée. Et elle a présenté ça à la suite de ce papier que vous pouvez voir là dans ce journal-ci, Gabriel, lors pardon. d'un TED Talk. Oui. Tu n'as pas partagé ton écran. Ah, je suis désolé. Euh, C'est tout bon? Oui, c'est bon, merci. Oui, désolé. Donc, ce que je vous disais, je reviens sur le changement de posture. Elle a présenté du coup son premier papier ici sur cette question de posture pour démontrer du pouvoir lors d'un TED Talk, qui est en l'occurrence le troisième TED Talk le plus vu de toute l'histoire des TED Talks, avec plus de 75 millions de vues. Et cette étude-là, elle portait sur la base d'un échantillon de 42 hommes et femmes randomisés entre des positions qu'on va appeler de high power et de low power, c'est-à-dire une manière de se positionner physiquement sur une question du non-verbal, de la confiance en soi, etc., qui mènerait du coup à des changements, que ce soit au Bonjour. niveau... Bonjour. Que ce soit au niveau de la manière dont on se comporte, de l'image qu'on renvoie, mais aussi de notre propre performance. Donc cette étude-là, elle a fait beaucoup de bruit parce qu'effectivement, c'est un résultat qui semble extrêmement important, publié dans un très grand journal de psychologie. Toutefois, bon, l'idée, juste pour finir sur le résultat, c'est que la posture physique qu'on adopte a des conséquences physiologiques et comportementales qui visiblement sont claires, selon les résultats de cette étude. Et plus spécifiquement, les positions qu'on dit de high power, c'est-à-dire de prendre une posture bien droite, etc., impliquent des niveaux de testostérone plus élevés, de cortisol plus faibles et augmentent la prise de risque financier et le sentiment de pouvoir, donc aussi la confiance en soi, etc. C'est les résultats qui ont été trouvés. En 2015, il y a eu une réplication de cette étude avec plus de 200 participants, donc un pouvoir statistique quand même nettement plus élevé que les 40 participants de l'étude d'origine. Euh, mais en plus de cette question de changement de taille d'échantillon, cette étude a été conduite en double blind, c'est-à-dire que ni les sujets ni les expérimentateurs n'étaient informés du traitement dans lequel se trouvait le sujet. Ce qui fait que là, en l'occurrence, ni l'expérimentateur ne peut influencer le sujet dans la manière dont il se comporte, mais aussi le sujet n'est pas informé évidemment du traitement dans lequel il se trouve. Et en l'occurrence, avec cette réplication, il ne trouve absolument aucun effet concernant les postures de pouvoir, ni sur les aspects hormonaux, comportementaux, etc. Et depuis, il y a eu plusieurs autres réplications de cette étude qui ont prouvé que le premier résultat était simplement un faux positif. Euh,
Et ça semble particulièrement important parce que il y a eu une communication, comme je vous disais, qui a été absolument monumentale autour de ce papier, avec le troisième TED Talk le plus vu de l'histoire. Donc, qu'est-ce qui est important dans cet exemple-là, en l'occurrence, c'est qu'il n'y a pas de raison de croire que ce papier serait particulièrement une exception. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison de croire que celui-là, spécifiquement, mènerait à une non-réplication, alors que tous les autres papiers qu'on connaît seraient forcément réplicables. Donc, si cette question se pose pour ce papier-là, il est probable que ça se pose pour d'autres. Et j'ai simplement un autre petit exemple parce il est assez original aussi. En 2010, Matt Motyl découvre que, a priori, les extrémistes verraient le monde en noir et blanc, c'est-à-dire percevraient moins les nuances de gris. Et cette étude, par contre, là, a une plus grande puissance statistique et semble montrer que plus les personnes sont modérées politiquement, plus elles percevraient les nuances de gris, et que plus on est extrémiste, que ce soit de gauche ou de droite, moins on les percevrait, voire même jusqu'à arriver à une perception en noir et en blanc. Du fait de l'aspect un peu controversiel de ce résultat, Motil et son superviseur Brian Nosset, qui est devenu des grands représentants en psychologie du courant de la réplication, ils décident de re-répliquer leur propre étude avec de nouveaux sujets et avec une tout aussi grande puissance statistique. Et la p-value passe de 0,01 à 0,59. Donc là, on est dans un cas un peu particulier parce que ici, on est dans un cas dans lequel déjà à l'origine, la puissance statistique était satisfaisante. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il est absolument impossible d'avoir tout de même un faux positif. Donc même dans un cas comme celui-ci, il est intéressant de potentiellement répliquer des travaux pour vérifier la validité des résultats. Voilà, je voulais vous donner ces deux exemples. Si ça vous intéresse de lire un peu plus en détail ce cas, il y a un article sur Internet à ce sujet. Donc, à l'origine, la crise de la reproductibilité, donc on peut prendre ces deux exemples, mais en fait, il y en a énormément d'autres, vient notamment d'un papier qui a été publié par John Ioannidis en 2005 et qui s'intitulait Why Most Published Research Findings Are False. Euh, En l'occurrence, pourquoi est-ce que la plupart des résultats scientifiques seraient faux? Et en un papier de 6 pages, l'auteur remet en cause la fiabilité d'une grande partie des recherches scientifiques. Donc évidemment, c'est un papier assez choc qui pousse beaucoup de monde à se poser des questions. C'est un papier qui aujourd'hui a été énormément cité, évidemment. Et l'idée, c'est que sur la base d'une exploration théorique du problème, il démontre que beaucoup de résultats scientifiques seraient faux, avec pour cause 3 grands axes, on va dire. Le premier axe dont on reparlera un peu plus en détail, c'est la question du biais de publication, de l'effet tiroir et de la publication des résultats nuls. Donc, l'idée du biais de publication et la question de la publication de résultats nuls, c'est que aujourd'hui, il est évidemment beaucoup plus facile de publier un résultat positif que de publier un résultat nul, ce qui est une tâche extrêmement complexe aujourd'hui. Et la question de l'effet tiroir qui a tendance à résulter de ces problèmes-là, c'est que lorsque, en tant que chercheur ou chercheuse, on obtient un résultat qui serait pas convaincant ou bien un résultat nul qui n'aurait pas une p-value significative, etc., l'incitation à continuer de travailler sur cet article de recherche et sur cette question de recherche diminue. Parce que on sait qu'il va être difficile de publier ce résultat, et de fait, c'est une utilisation de notre temps de travail et de beaucoup d'efforts pour un résultat qui risque de ne pas être, comment dire, d'être difficile à publier pour nous. Et donc de ne pas avoir beaucoup de retours, entre guillemets, sur investissement. Le deuxième point, c'est la question de la manipulation des données, donc ça, on y reviendra aussi. En fait, du fait que faire une analyse statistique sur un jeu de données, etc., ce soit très flexible, hein, qu'il y ait un degré de liberté extrêmement élevé pour les chercheurs, euh, il est finalement à peu près toujours possible de trouver soit un modèle, soit une méthode, etc., qui finira par pointer un résultat qui serait significatif, quand bien même toutes les autres analyses qu'on aurait faites jusqu'à ce moment-là ne le seraient pas. En l'occurrence, ça c'est la question du p-hacking, donc c'est essayer
à la chaîne de nombreux modèles juste à trouver quelque chose qui va dans le sens de l'hypothèse qui nous intéressait. Donc ça, c'est une pratique qui peut être faite de manière volontaire ou involontaire, mais évidemment, elle pose des problèmes sur la question de la validité des résultats. Et la dernière chose, c'est la question des échantillons, qui, quand on regarde les papiers, par exemple, il n'y a pas besoin d'aller si loin, mais en regardant simplement les papiers des années 2000, on voit que la plupart des études expérimentales avaient entre 30 et 70 sujets. Et je vous parle dans les top journaux comme l'American Economic Review en économie, euh, avec des échantillons aujourd'hui qui sont plus petits que ce qu'on accorderait à, si ce n'est qu'un seul traitement de notre expérience aujourd'hui. Donc en l'occurrence, la petite taille des échantillons mène à un énorme risque de faux positifs. Donc, dans des cas plus rares, un quatrième point qu'il évoque pas forcément, mais qui reste quelque chose d'existant, c'est la question des fraudes volontaires, donc avoir par exemple des jeux de données trafiqués, etc. Si ça, bien que ce soit quelque chose d'assez marginal, si ça vous intéresse, il y a un site avec une équipe en l'occurrence qui travaille spécifiquement sur ce sujet, qui s'appelle Data Colada et qui a révélé d'assez nombreuses fraudes malgré tout sur des jeux de données, que ce soit en économie, psychologie et dans d'autres sciences observationnelles. Alors, on va parler plus spécifiquement de la question du biais de publication, publication des résultats nuls, effet tiroir. Donc là, ce slide qui est incomplet pour l'instant, euh, l'idée c'est de parler de qu'est-ce que c'est que cette p-value à 5% que l'on fixe de partout et qu'est-ce que ça implique pour les résultats de recherche. La p-value à 5%, elle a été fixée déjà il y a un bon moment comme sorte de seuil à partir duquel on considère que c'est acceptable d'avoir un risque d'erreur. Euh, mais évidemment, quand on réfléchit très spécifiquement à qu'est-ce que ça implique d'avoir une p-value de 0,054 ou 0,049 par exemple, quand on voit une différence aussi faible entre deux p-values, on se demande si une p-value de 0,049 a véritablement une validité qui serait vraiment différente d'une p-value de 0,054. Donc, est-ce qu'un résultat scientifique qui aurait atteint cette p-value inférieure à 0,05 est forcément beaucoup plus valide que quelque chose qui aurait une p-value de 0,054? Donc, la question, c'est qu'est-ce que ça implique pour nous en tant que chercheurs d'avoir des p-values comme ça qui, d'un point de vue statistique, sont pas véritablement différentes, mais simplement d'un point de vue potentiel de publication, etc., sont vraiment différentes. Quand on a une p-value de 0,054 dans un modèle, par exemple, où on n'a pas ajouté certaines variables ou des choses comme ça, il y a une forte incitation à aller tester d'autres spécifications du modèle. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe si dans ma régression j'ajoute le genre? Qu'est-ce qui se passe si j'ajoute l'âge des sujets, etc., etc. Bon, il est assez probable, quand on a une p-value aussi faible que ça, que en changeant légèrement les spécifications d'un modèle, on finisse par arriver à quelque chose où la p-value va être significative. Mais quelle est la validité d'un résultat lorsqu'on adopte ce genre de pratique pour avoir un résultat significatif à la fin? Évidemment, lorsque c'est très largement supérieur à 0,05, la question se pose beaucoup moins. Mais se pose la question cette fois-ci de l'effet tiroir, c'est-à-dire si j'ai une p-value qui est très loin de la significativité, que finalement on réfute l'hypothèse qu'on avait prévue à l'origine, et potentiellement que le résultat ne nous paraît plus suffisamment intéressant, la question c'est pourquoi est-ce que je ferai l'effort d'écrire un article alors qu'il sera difficile à publier? Alors, la réponse d'un point de vue scientifique, elle est assez simple. C'est intéressant de faire cet effort-là parce que c'est intéressant pour la science de savoir qu'un résultat est nul et éviter, par exemple, d'avoir des chercheurs ou chercheuses derrière qui vont repasser sur la même question de recherche, refaire la même recherche sans savoir que des études ont déjà été conduites et menées déjà à des résultats nuls dans le passé. Donc, cette question se pose aussi, c'est comment est-ce qu'on fait pour endiguer cet effet tiroir, donc qu'on appelle aussi le selective reporting, donc le fait de ne reporter que les résultats qui sont vendables, entre guillemets.
Et du coup, l'autre cas de figure, quand on a une p-value de 0,049, on considère que c'est un bon résultat, alors que si on passe juste au-dessus, le résultat est considéré comme mauvais, entre guillemets. Juste pour vous montrer deux graphiques qui ont été faits dans une étude, j'ai oublié de mettre la référence, mais je le mettrai avant de vous envoyer les slides, sur un papier d'Abel Broder, en l'occurrence, pour montrer le biais de publication. Donc, ce que vous voyez avant les traits ici, c'est les cas où les publications sont très proches de 0,05, donc entre le trait rouge et le trait bleu, et à ce moment-là, il y a un pic. Ce qui veut dire qu'on publie beaucoup plus d'études qui sont très très proches de la significativité que d'études qui sont juste pas significatives. Donc, il y a un biais de publication qui est évident. Donc, ça, c'est porté par l'incitation qu'on a à devoir publier des résultats significatifs. Ça s'explique du coup par le selective reporting, le p-hacking, etc. Donc, au niveau de la manipulation des résultats, plus spécifiquement pour parler du p-hacking, il y a en fait plusieurs types, plusieurs sous-types. Le p-hacking, c'est pas le seul. Donc, le p-hacking, c'est chercher des spécifications statistiques qui permettent de rejeter l'hypothèse nulle. Donc, tester beaucoup de modèles juste à trouver quelque chose qui rejetterait l'hypothèse nulle. Le hacking, cette fois, c'est le fait de prendre un résultat positif mais qui n'avait pas été prédit et l'interpréter comme s'il avait été prédit à l'origine. Donc en fait, écrire un papier ex post sur un résultat qu'on n'était pas en train de chercher à l'origine quand on a fait la recherche. Euh, on en reparlera parce que il y a des cas de figure lorsqu'on parle par exemple d'études exploratoires où cette question se pose. Et ensuite le forking, là c'est de choisir un modèle spécifique au jeu de données, mais pas à l'hypothèse. Et je vous ai déjà parlé du selective reporting ou effet tiroir. Donc, le troisième problème abordé par Ioannidis, après ces problèmes de selective reporting et ces problèmes de manipulation des données, c'est le problème de la taille du sample, donc de la taille de l'échantillon lorsqu'on fait une étude. Donc, on va pas rentrer dans le détail évidemment sur ce point-là, mais l'idée c'est que lorsqu'on a une taille d'échantillon trop petite, pour une puissance donnée, un taux de significativité donné, donc le alpha 0,05, le bêta par exemple à 80% de puissance, et pour des moyennes et des écarts type donnés, si on a un échantillon trop petit, évidemment, on va pouvoir détecter un écart entre les deux samples qui va être beaucoup plus grand que si on avait un échantillon plus important. Donc, ce qui veut dire que pour détecter des effets plus petits pour une puissance donnée, une significativité donnée, on a besoin d'avoir un échantillon d'une certaine taille, d'une taille minimum, pour pouvoir faire ça d'une manière fiable. Donc ça, en l'occurrence, il y a des méthodes pour calculer la puissance. Donc je ne vais pas vous en parler en détail, mais si ça vous intéresse, j'ai des slides aussi sur la manière de faire des analyses de puissance que je pourrais vous envoyer sans problème. Donc ça, c'est le deuxième problème, le troisième problème détecté par Ioannidis, donc c'est le fait que dans la plupart des études, on a une sample size qui est trop petite, ce qui veut dire qu'on a une puissance statistique qui est extrêmement faible et donc un risque de faux positifs très élevé. Ce qui veut dire que à l'époque où on faisait beaucoup de papiers expérimentaux avec des échantillons de 30 individus, par exemple, en l'occurrence, c'est très insuffisant pour être à peu près sûr qu'un résultat n'est pas un faux positif à moins que la taille des faits soit monumentale, évidemment, mais ce qui est assez rare. Donc, en réponse à cette crise, parce que suite à ce papier-là, tous ces problèmes soulevés par Ioannidis, évidemment, s'est posé la question de euh, est-ce qu'on peut vérifier la fiabilité des résultats scientifiques qui ont existé par le passé avec des exigences comme celles proposées par Ioannidis, c'est-à-dire vérifier la puissance statistique, éviter le p-hacking, éviter la manipulation des données, etc. Donc, en l'occurrence, à partir de là, il y a pas mal d'études qui ont été lancées sur le fait d'essayer de répliquer des travaux dans les meilleurs journaux en économie, psychologie principalement, et de voir à quel point les travaux étaient réplicables ou pas. Donc, est-ce qu'on retrouve les résultats qui ont été proposés dans les papiers d'origine? En l'occurrence, non.
À cette époque-là, pas du tout. Et les études que je vous ai mises là sont pas les plus anciennes. En fait, il y en a eu. Les premières datent de 2008. Mais ces études sont parlantes parce qu'elles répliquent beaucoup de papiers dans de très grands journaux. Mais par exemple, en 2015, il y a eu une grande initiative avec un très grand nombre de chercheuses et chercheuses qui ont répliqué une centaine d'études dans trois des meilleurs journaux de psychologie. Et ils ont trouvé un taux de réplicabilité de seulement 36%. C'est-à-dire qu'ils ont répliqué qu'un tiers des papiers. Euh, Ils ont retrouvé le même résultat que le papier d'origine que dans un tiers des cas. Et en plus, pour une taille d'effet qui est beaucoup plus petite, 2 fois plus petite que dans les papiers d'origine. En 2016, Camrer et d'autres auteurs ont fait la même chose avec 18 études dans les meilleurs journaux d'économie. Là, ils ont trouvé un taux de réplicabilité de 61%. Et plus récemment, il y a eu encore d'autres initiatives, celle de Camrer, de Broder aussi. Et je vais vous parler en l'occurrence d'une nouvelle de Broder à laquelle j'ai pu participer l'an dernier avec Dimitri qui est là aussi aujourd'hui. Euh, voilà, c'est quelque chose qui continue aujourd'hui et on va pouvoir en discuter. Donc la conclusion, c'est que clairement les résultats sont plutôt inquiétants sur le taux de réplicabilité parce que si on considère qu'on a entre 30 et 60% de réplicabilité, ça veut dire quand même qu'on a entre 30 et 60% de résultats scientifiques sur lesquels on se base pour faire de nouveaux travaux, nos extensions, sur lesquels on continue de produire de la connaissance, qui en fait sont erronés. Donc cette question de réplicabilité, elle est très importante. Je crois qu'il y a une question dans le chat. Non, non, pour le moment, il y a... Ah oui, oui, ok, ok. Euh, donc, la démarche de la reproductibilité, en l'occurrence, puisque tout le monde aujourd'hui n'est pas économiste ni psychologue, elle s'étend à déjà toutes les sciences observationnelles. Donc, que ce soit la médecine, le marketing, économie, psychologie, gestion, etc. Donc, tout ce qui est science observationnelle, qui consiste à observer l'humain, etc. Évidemment, déjà, ça s'étend au moins à ces domaines-là. Mais on peut se poser la question de la reproductibilité sous d'autres angles que simplement répliquer une expérience pour voir si on trouve les mêmes résultats dans le même contexte, dans des contextes différents, etc. Parce que déjà tout ce qui est statistique, donc aussi les études empiriques, économétriques, statistiques, etc., la même question se pose. Qu'est-ce qui se passerait si on prenait un jeu de données différent? Qu'est-ce qui se passerait si on appliquait des méthodes de robustesse différentes? Qu'est-ce qui se passerait si, euh, si on a accès à de nouvelles données, etc. Donc, est-ce que les résultats tiennent? Est-ce que les résultats sont robustes à des changements de spécification dans les études, etc. Donc cette question-là, ça s'étend également à tout ça. Et enfin, ça peut s'étendre à d'autres formes, bon, un peu plus insoupçonnées. J'ai pris l'exemple des mathématiques à la suite d'une conférence que j'avais pu écouter de Vladimir Vevovsky, où en l'occurrence, il parlait de la question de la difficulté à répliquer les connaissances en mathématiques parce que beaucoup de connaissances se perdent avec le temps. Il y a beaucoup de gens des manuscrits qui sont pas publiés, etc., et qui mènent des résultats également théoriques à être difficilement réplicables, difficilement vérifiables. Par exemple, des difficultés à refaire les démonstrations, des choses comme ça. Donc, même dans des sciences qui seraient plus théoriques, la question de est-ce qu'on peut répliquer les résultats du passé et est-ce qu'on peut les vérifier se pose aussi. D'ailleurs, cette intervention, elle est très intéressante si ça peut vous intéresser. Donc, la question, c'est déjà comment est-ce que cette crise-là nous affecte, nous, en tant que chercheurs? Euh, c'est d'autant plus vrai pour les doctorants, mais c'est quand même vrai pour tout le monde. Parce que on fait face à un dilemme qui est assez important. C'est est-ce que on veut coller aux méthodes existantes, c'est-à-dire continuer les pratiques comme elles ont à peu près toujours été, ou est-ce qu'on veut faire l'effort de s'intégrer aux nouvelles pratiques avec le préenregistrement, la réplication, la science ouverte, etc. Donc évidemment, il y a un dilemme parce que faire comme on faisait déjà avant, c'est peu coûteux. C'est encore publiable parce qu'on voit encore des articles qui sont publiés alors qu'ils ne respectent pas forcément toutes,
les questions de sciences ouvertes, de préenregistrement, etc. Mais pour combien de temps est-ce que c'est encore le cas? Vraisemblablement, depuis la première fois que j'avais pu faire cette intervention avec François il y a quelques mois, ça a déjà pas mal changé, puisque je pense que ça devait être il y a 6 mois environ, et à ce moment-là, il y avait encore beaucoup de top journals en économie qui ne vérifiaient pas la préregistration. En ayant revérifié maintenant un peu avant cette intervention, la quasi-totalité des top journals en économie exigent une pré-registration pour la publication. Donc en l'occurrence, euh, ça semble évoluer extrêmement vite et aujourd'hui, décider de produire un article scientifique qui ne serait pas préenregistré, qui ne respecterait pas les normes de sciences ouvertes, en fait, c'est quand même quelque chose d'assez risqué. Par contre, faire l'effort de s'intégrer aux nouvelles méthodes et adapter la manière dont on travaille, etc., c'est coûteux, parce que ça implique de changer la manière de procéder pour faire une recherche. En général, ça démultiplie le temps. Avant, par exemple, dans le cas des sciences expérimentales, avant de pouvoir conduire une expérience, ça rajoute pas mal de tâches à faire supplémentaires. Euh, mais c'est aussi le fait de le faire dans une démarche positive pour la robustesse et la transparence de nos résultats scientifiques et pour leur réplicabilité. Donc, je vais vous parler de trois pratiques sur la manière de répondre à cette difficulté de la réplicabilité des résultats scientifiques et à leur fiabilité. C'est la pratique du préenregistrement des études observationnelles, la pratique de la réplicabilité, de la réplication et la pratique de la science ouverte. Euh, Ça, c'est plus orienté sur la question des doctorants, parce que je me suis beaucoup posé la question pendant la thèse, c'est lorsque la plupart des gens qui nous entourent n'ont pas forcément adopté ces pratiques, en tant que doctorant, ça peut être difficile de savoir comment faire un préenregistrement, comment adopter les pratiques de sciences ouvertes, etc. Et ça peut de fait être difficile de trouver ces informations, donc c'est aussi un travail nécessaire au niveau, je dirais, des encadrants, etc., que de voir comment adopter ces nouvelles pratiques dans la recherche. Alors, il y avait une question. Oui, donc le point qui est posé, c'est qu'il y a de nombreuses mesures qui sont pas réplicables parce que en fait c'est techniquement impossible de réaccéder à un autre jeu de données qui correspondrait au même instant T dans un relevé météo par exemple, si j'ai bien compris. Donc effectivement, il y a des cas de figure dans lesquels il est impossible d'avoir un nouveau jeu de données pour contrôler le même phénomène au même moment. Après, la question, c'est est-ce que on a toujours besoin de contrôler le même phénomène au même moment pour vérifier un concept scientifique? Il y a probablement des cas oui, parce qu'il y a des événements qui ne se produisent qu'une seule fois et on essaye d'en tirer des conclusions. Dans ce cas-là, je dirais, si on veut améliorer la robustesse du résultat, c'est plutôt sur la question de les analyses de robustesse, etc. Comment est-ce qu'on peut améliorer la fiabilité du résultat? Mais effectivement, il y a des cas de figure dans lesquels des démarches sur la réplicabilité, etc., ça fera pas sens, mais peut-être qu'on peut trouver d'autres cas de figure qui ressemblent suffisamment pour voir si, en termes de concept scientifique, le résultat qu'on a trouvé, il tend à être de nouveau démontrable, quoi. Voilà. Je ne sais pas si je réponds bien aux commentaires, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Alors, Solal, désigne. Alors, tu semblais dire à un moment que la puissance statistique désigne le risque de faux positifs, mais je croyais que c'était plutôt le risque de faux négatifs et de résultats nuls. Alors, sans rentrer dans le détail, effectivement, il y a les deux types de risques. Je t'enverrai une autre présentation sur la Power Analysis après. Mais l'idée, c'est simplement de se dire que on veut faire en sorte d'avoir une puissance statistique qui va permettre d'être relativement certain que le résultat qu'on trouve ne soit pas un faux positif. C'est-à-dire que on ne risque pas de dire ah j'ai découvert quelque chose alors qu'en réalité c'est simplement un hasard statistique d'être tombé sur
un échantillon qui présentait une caractéristique qui serait pas représentative de la réalité si on pouvait avoir accès à un échantillon beaucoup plus grand. Voilà. Mais dans tous les cas, je pourrais envoyer une présentation spécifique sur la question de l'analyse de puissance, etc. après. Ok, donc on va commencer par la question du préenregistrement. Donc le préenregistrement, c'est la question d'améliorer la fiabilité des recherches à venir. Donc, pour le pré-enregistrement ou pré-registration, je vous renvoie vers... bon, déjà, on a écrit un article qui traite notamment de cette question-là. Vous aurez le lien en bas. Mais il y a un article qui n'est pas encore terminé de Thibaut Arpinon qui est en train de faire véritablement une guideline de la pré-registration, c'est-à-dire toute étape par étape, qu'est-ce qu'il faut mettre ou pas dans une pré-registration, etc. La version Working Paper est disponible, donc vous pouvez aller la voir, mais pour l'instant l'article est pas encore terminé, il n'a pas encore été n'a pas été encore passé en peer review, donc voilà, ça, il y a encore du travail derrière, mais c'est déjà intéressant d'avoir des premières guidelines sur la manière de faire une pré-registration. Donc l'idée d'un pré-enregistrement, c'est le fait de, avant de conduire une étude, de conduire les analyses, la collecte de données, etc., c'est le fait d'enregistrer les hypothèses, les méthodes et les analyses qu'on souhaite faire avant de conduire cette étude. Donc c'est le fait de mettre entre guillemets sur papier tout ce qui est dans cette liste-là. Donc la méthode que l'on souhaite utiliser pour collecter les données, les procédures expérimentales, les hypothèses, donc les mettre d'une manière assez formelle, on va dire, spécifier les variables qui nous intéressent, donc variables d'intérêt, variables de contrôle, etc. Expliquer la manière dont on va manipuler les variables et définir les critères d'exclusion, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour dire, OK, telle donnée, je l'exclus de mon analyse pour telle ou telle raison. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose à prévoir à l'avance. Ça serait impossible d'exclure toutes les données qui correspondent pas à l'hypothèse qu'on veut tester, évidemment. La manière dont je vais conduire l'analyse de puissance et du coup la taille d'échantillon que je souhaite avoir pour une taille d'effet donné à l'avance. Et enfin, la partie la plus importante avec la définition des hypothèses, c'est la procédure d'analyse et de rejet des hypothèses nulles. Donc ça inclut notamment les seuils pour les p-values, les tests de robustesse que je veux faire, la question des hypothèses multiples, etc. Donc l'idée en fait c'est de tout spécifier à l'avance pour dire ok voilà la recherche que je veux conduire. Ce qui fait que on évite déjà les problèmes de p-hacking, etc. parce qu'on aura tout spécifié à l'avance. Donc on évite en fait, si vous voulez, c'est que on va prévoir à l'avance une étude scientifique parce qu'on a une hypothèse à tester qui est spécifique. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas dévier de ça. Mais tout ce qui rentre là-dedans, si on suit la définition des articles récents dans le sujet, tout ce qui aura été préenregistré, ça rentre dans le cadre de l'étude confirmatoire, donc le fait de confirmer une hypothèse, confirmer la validité d'une hypothèse, alors que lorsqu'on sort de la préregistration, on est dans le cadre d'une étude qui est exploratoire, c'est-à-dire on est simplement en train d'explorer quelque chose qu'on n'avait pas prévu, par exemple en fouillant à l'intérieur d'un jeu de données, etc., trouver quelque chose qu'on n'avait pas prévu à l'avance. Et du coup, ça, évidemment, c'est moins robuste. Parce que, tout simplement parce qu'on ne l'avait pas prévu à l'avance. Et de fait, ça demande un peu plus de prudence et ça demande surtout à être répliqué. Parce que on a besoin de vérifier que on n'ait pas simplement trouvé ça par hasard à l'intérieur d'un jeu de données, et donc vérifier que effectivement, ok, maintenant que j'ai exploré, et j'ai trouvé ça, si je fais une étude de réplication, que je précise tout à l'avance, donc la méthode que je vais utiliser, les hypothèses, la procédure d'analyse, etc., est-ce que je vais bien retrouver la même chose? Donc, pour les endroits où faire le préenregistrement, je vous ai mis trois plateformes pour les sciences sociales. Il y en a d'autres, mais c'est les principales plateformes pour enregistrer des pré-registrations. Donc l'idée, c'est que une fois que vous l'enregistrez, elle va être figée avec un embargo pour éviter que n'importe qui puisse la consulter, mais elle va être figée pour toujours sur Internet avec un DOI. Ce qui fait que un journal pourra contrôler ça après, etc. Euh, les critiques sur cette méthode, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais déjà, il y a la question des limites qu'elle impose. C'est que, effectivement,
elle a tendance à diminuer le degré de liberté du chercheur. Mais l'idée, comme je vous disais, c'est de distinguer ce qui est confirmatoire d'exploratoire, pas d'empêcher l'exploratoire. Ensuite, il y a la question, la critique sur la forme du plan d'analyse et du préenregistrement. C'est vrai que pour l'instant, il n'existe pas d'articles de référence qui disent, OK, ça c'est la bonne manière de procéder, il faut pas faire ça, il faut faire ça, etc. Bon, en l'occurrence, il y a des articles qui sont en création actuellement pour produire des guidelines sur la bonne manière de préenregistrer. Au niveau du coût d'entrée et de réalisation, j'aurais tendance à vous dire, au début c'est compliqué parce que c'est une nouvelle pratique, il faut apprendre à le faire, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus simple avec le temps quand on s'y habitue, etc. Et c'est surtout quelque chose qui devient extrêmement utile parce qu'en fait, passer du temps avant une collecte de données à pouvoir produire à l'avance toutes les analyses qu'on va faire, etc., c'est un travail qui permet de vachement raffiner finalement les études qu'on fait. Ça nous permet de faire évoluer les protocoles, évoluer les méthodes d'analyse, alors qu'une fois que vous avez collecté les données, il est trop tard pour changer le protocole. Donc c'est quelque chose qui permet de vachement raffiner la qualité d'une étude en l'occurrence. Sur le manque d'efficacité, là en l'occurrence, il a plutôt été démontré que c'est quelque chose d'efficace sur la question du biais de publication, sur la qualité des expériences, etc. Mais que ce n'est le cas qu'à condition que le préenregistrement soit fait sérieusement. C'est-à-dire que si vous écrivez une petite feuille A4 avec mes hypothèses, voilà ce que je vais faire, sans rentrer sérieusement dans la méthode, etc., visiblement, c'est pas du tout quelque chose d'efficace. Et ensuite, la question du manque de confiance dans les chercheurs. Bon, euh, je pense que comme la majorité du problème de faux positifs, etc., vient pas du fait de pratiques volontaires, il n'est pas vraiment une question de confiance, il est simplement une question du fait qu'on a une manière de travailler qui intègre des biais dans les résultats de la recherche et faire évoluer ces pratiques, ça permet de rendre plus fiables les résultats. Je vais sauter cette partie-là, même si c'est intéressant, mais parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Les registered reports, en fait, c'est une version évoluée de la pre-registration qui consiste à prépublier un papier avec un accord auprès d'un journal avant la collecte de données. C'est-à-dire que vous envoyez un article déjà écrit sans les résultats à l'intérieur à un journal qui va l'accepter pour publication après review, etc. Et une fois qu'ils l'ont accepté, quels que soient vos résultats à la fin, ils accepteront de le publier. Donc en fait, c'est pour éviter le problème de publication des résultats nuls, etc. Et du coup, ce qu'on juge ici, plutôt que le résultat, c'est la pertinence de l'idée, de l'hypothèse de recherche et de la méthode. Et ensuite, on se dit, quel que soit le résultat, il sera intéressant qu'il soit connu, qu'il soit nul, positif, négatif, etc. On va parler de la réplication. Donc là, on parlait juste avant de vérifier la fiabilité des recherches passées, pardon, des recherches à venir. Ici, on va parler de vérifier la fiabilité des recherches passées. Donc, c'est-à-dire, on prend des résultats qui ont été démontrés dans le passé, on vérifie qu'ils soient effectivement robustes, fiables, etc. Donc, le courant de la réplication, ça consiste en deux pratiques. D'abord, la reproduction, c'est le fait de reproduire l'existant avec l'existant. C'est-à-dire, vous allez prendre un papier, ses données, sa méthode d'analyse, et vous allez refaire les analyses pour vérifier que sur la base des données et de la méthode, on retrouve bien les résultats qui sont dans le papier d'origine. À l'intérieur de la reproduction, il y a deux sous-types. Il y a la partie computationnelle. Là, c'est le fait de strictement répliquer ce qui a été fait dans le papier. Donc là, c'est pour voir s'il n'y a pas eu des erreurs de code ou des choses comme ça. Ensuite, il y a la reproduction de robustesse. C'est le fait, avec les jeux de données d'origine, de faire de la robustesse pour voir si, dans le papier d'origine, par exemple, il n'y avait pas des problèmes de subsample analysis, de choses comme ça, qui feraient que quelque chose que le chercheur à l'origine n'a pas pris en compte fasse qu'en fait le résultat n'est pas celui qui est présenté dans le papier. Donc là, c'est faire de la robustesse. Le deuxième, c'est la réplication. Donc c'est le fait de répliquer l'existant, donc l'hypothèse, mais cette fois avec du nouveau. Donc on a deux types de réplication. C'est réplication directe, c'est le fait, ok, je vais produire un nouveau jeu de données ou trouver un nouveau jeu de données qui permettent de tester la même hypothèse. Potentiellement avec la même méthode, mais pas forcément. Et ensuite, il y a le deuxième, c'est la réplication conceptuelle. C'est cette fois-ci,
je vais prendre la même hypothèse et je vais la vérifier potentiellement dans d'autres contextes avec d'autres samples qui présentent des caractéristiques différentes, etc. Donc c'est de vérifier conceptuellement que l'hypothèse, elle est toujours valide, mais dans d'autres contextes, en y changeant des choses. Donc, je vais vous parler d'une initiative à laquelle on a participé. Donc, c'est une initiative financée par l'Institute for Replication pour permettre à des équipes en très grand nombre, dont je vous parlais des papiers de Broder au début de la présentation, euh, c'est pour permettre à des équipes en très grand nombre de conduire des réplications d'articles en sciences sociales. Il y a d'autres initiatives en médecine, etc. Mais cette initiative-là est spécifiquement sur les sciences sociales. Donc elle cible tous les travaux empiriques qui soient expérimentaux, statistiques, économétriques, etc. On a participé avec deux collègues à ces Replication Games et donc on a été invité par Anna Dreber, Abel Broder et Paolo Grosseto à choisir un article qui nous intéressait dans une des top revues de notre domaine. Et en l'occurrence, on a pris dans le journal de rang 1 ou 2 selon les moments, l'American Economic Review, ce papier When Choices Are Mistakes. Et l'idée, c'est, une fois que vous avez choisi un papier qui vous intéresse, c'est de faire toute la procédure de reproduction, réplication, etc. Donc voilà les étapes qu'on a parcourues. La première, c'était de choisir l'article. Celui-là, on l'a pris parce que c'est un sujet qui, nous, pour notre travail, etc., nous paraissait particulièrement important. D'autant plus qu'il est, entre guillemets, un peu contre le courant actuel de l'économie comportementale. Donc c'est un résultat qui est surprenant et très fort. Donc on s'est dit, c'est intéressant d'aller répliquer ce travail. On a dû choisir quels étaient les résultats qui nous intéressaient le plus à répliquer dans le papier, parce qu'évidemment, répliquer tout le papier, des fois, ça peut être un peu compliqué. Donc, on a décidé, OK, ça, c'est ce qui nous intéresse le plus, le résultat le plus important, etc. La deuxième étape, c'est de vérifier qu'on a le matériel pour répliquer. En l'occurrence, on avait la majorité du matériel parce que les auteurs d'origine ont mis en place un replication package, c'est-à-dire quelque chose un lien qui est joint à l'article d'origine et dans lequel vous trouverez les fichiers d'analyse, les fichiers de données, le fichier par exemple là de nettoyage des données, les instructions expérimentales, etc. Normalement, vous trouvez là-dedans tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour répliquer l'expérience et le papier d'origine. On reparlera rapidement du cas sur tous les papiers qui sont available upon request. Donc une fois qu'on a tout le matériel nécessaire, on peut reproduire les résultats. Donc la reproduction computationnelle, comme je vous disais, c'est reprendre les résultats du papier d'origine et vérifier si on les réplique bien, avec leurs propres données et leur propre analyse. Donc là, en l'occurrence, en faisant ça, on a effectivement répliqué tous les résultats du papier. Ce qui veut dire que ils n'ont pas fait d'erreur dans leur code. Basiquement, c'est à peu près ça que ça veut dire. C'est avec leurs données et leur code, on arrive à leurs résultats. Donc déjà, ouf, c'est une première étape, mais c'est clairement pas suffisant pour vérifier la fiabilité. Donc ensuite, la question, c'est de compléter l'analyse si besoin. Donc nous, quand on a regardé les résultats d'origine, on a trouvé des erreurs dans le papier, c'est-à-dire, ah, c'est pas le bon test statistique qui a été utilisé, ou ah, ils n'ont pas pris en compte le fait qu'ils analysaient sur un sous-sample de leur sample global, etc. Et du coup, on fait de la robustesse. Et là, on se rend compte en ayant fait ça qu'en fait, il n'y a plus que deux des six résultats qui marchent encore, avec leurs propres données et leurs propres méthodes. On a simplement contrôlé, fait des corrections pour des choses qui nous paraissaient vraiment importantes. Donc déjà, on a trouvé un premier gros problème dans le papier, c'est qu'en fait, le résultat ne tient la route que pour deux des six résultats qu'ils ont trouvés. Donc c'est embêtant. On réplique pas bien le papier d'origine. Une fois que c'est fait, là, on a fait tout le travail de reproduction, c'est-à-dire avec leurs données. Maintenant, on s'est dit, on veut produire de nouvelles données pour vérifier le travail qu'ils ont fait. Donc là, évidemment, on a fait une analyse de puissance. Et ensuite, dans notre cas, le programme expérimental n'était pas disponible. Donc, Dimitri a dû recoder entièrement le programme expérimental pour que nous puissions refaire l'expérience. Une fois que c'est fait, on a répliqué l'expérience dont on l'a refaite en laboratoire avec de nouvelles personnes. Et ensuite,
les étapes finales. Évidemment, on refait les mêmes analyses que celles qu'on avait faites sur leur jeu de données, mais avec notre jeu de données, et on veut rapporter les résultats. Donc, il y a deux manières de communiquer ces nouveaux résultats à la communauté scientifique. Il y a déjà le fait de faire des méta-papiers, donc ça, c'est ce qui est fait avec l'Institute for Replication. Donc là, il y a une centaine d'études, dont la nôtre, qui ont été répliquées. Et ce papier-là va toutes les résumer, entre guillemets, et aussi faire un état des lieux de la réplicabilité en économie expérimentale. Et ensuite, à un niveau plus local, plus micro, c'est l'idée de rédiger un commentaire qu'on va envoyer au journal d'origine et aux auteurs d'origine, déjà pour pouvoir discuter avec eux, parce que peut-être que eux, dans notre réplication, ils vont se dire, ah oui, mais la méthode que vous avez faite, en fait, elle réplique pas nos données, mais parce que vous n'avez pas pris en compte telle chose, etc. C'est quand même eux les plus grands experts de leur propre papier, donc ils auront sans doute des commentaires à faire sur notre travail. Et ensuite, une fois qu'on a fait cet aller-retour avec les auteurs, de le soumettre au journal d'origine comme commentaire à attacher au papier d'origine. Ce qui permettra d'informer tous les lecteurs de ce papier qu'il y a un travail annexe qui a été fait sur la fiabilité de ce travail-là. Donc, la reproductibilité, ça permet trois choses, soit de confirmer des résultats et donc d'améliorer la fiabilité des découvertes, soit de faire des reproductions partielles qui mènent à des précisions ou des nuances sur des résultats, soit dans des cas extrêmes, de ne pas répliquer des résultats du tout, ce qui mène souvent à des commentaires, mais parfois à des rétractations aussi des papiers d'origine. La séance ouverte, je pense que je vais passer un petit peu vite dessus, mais l'idée c'est que récemment, on a proposé un nouvel article qui traite spécifiquement du cas de l'économie, mais sur pas mal d'aspects qui peut quand même s'étendre assez largement. Bon, déjà à la psychologie évidemment et aux sciences sociales, mais potentiellement un peu plus largement, mais c'est quand même assez centré sur l'économie. Donc l'idée c'est de dire que dans la science ouverte, on a trois choses à réfléchir. Déjà, améliorer la qualité de notre recherche, notamment avec le préenregistrement, etc. Travailler sur la vérification de la validité, de la robustesse des résultats antérieurs, donc avec la réplication. Et enfin, rendre disponible la recherche, donc via les démarches de sciences ouvertes, open knowledge, open data, open code, etc. Pour vous dire quelques mots sur l'open data, parce que c'est quelque chose qui commence à être très ancré maintenant en économie, alors que ça l'était pas il y a quelques années. L'idée, c'est, on pourrait résumer ça au fait de rendre nos travaux réplicables, c'est-à-dire de fournir tout le matériel nécessaire lorsqu'on publie un article, à ce qu'il soit répliqué par d'autres chercheurs, répliqué, reproduit, vérifié, etc. Donc, moi, j'ai proposé une approche pour un de mes articles, mais bon, aujourd'hui, vous pourriez utiliser beaucoup de plateformes différentes. Moi, je l'ai fait sur GitHub, par exemple. Je pense maintenant, avec un peu de recul, euh, que le faire sur une plateforme comme Nakala au CNRS, comme OSF, des plateformes qui fournissent des DOI et qui figent dans le temps des données, du matériel, etc. Je pense que c'est la bonne approche. Et l'idée, c'est pour aller un peu plus loin aussi de partager non pas seulement ce qui permet de reproduire l'article, donc la reproductibilité, mais ce qui permet aussi de le répliquer, donc en l'occurrence le code des études expérimentales, les instructions, etc. Donc en fait tout ce qui permettrait à quelqu'un de refaire tout le travail que vous avez fait. La question c'est pourquoi est-ce que surtout il faut pas se limiter au available upon request et il faut faire ça de manière volontaire, c'est-à-dire le joindre aux articles directement. Tout simplement parce que les papiers qui disent être available upon request ne sont pas available upon request. Il y a une étude qui a été conduite et qui a montré, et c'est particulièrement dramatique en sciences sociales, mais en fait c'est assez largement problématique, que en sciences sociales, vous arrivez à une trentaine de pourcents de papiers pour lequel vous réussissez à obtenir un jeu de données ou un matériel rattaché à un article en moins de 2 mois. Donc,
Bon, clairement, quand on a besoin d'un jeu de données pour travailler, etc., ça sous-entend que les données sont plus ou moins inaccessibles. Dans la majorité des cas, on n'obtient jamais les données, pour de très nombreuses raisons, qui sont étudiées dans cet article-là. Donc, voilà, le available upon request, c'est pas quelque chose qui semble viable à long terme sur les questions de la réplicabilité, reproductibilité, etc. Donc, joindre ça aux articles, euh, voilà, c'est quelque chose de pertinent à faire. Alors, je répondrai aux commentaires à la fin. J'ai presque terminé. Donc, l'idée, en conclusion, c'est de partir sur ces trois axes-là pour améliorer la crédibilité et la fiabilité de la science. Le premier, c'est pratiquer le préenregistrement des études. Bon, évidemment, quand on fait des études expérimentales, c'est pas forcément pertinent dans... En tout cas, la manière de le faire pour des études empiriques pertinentes n'a pas encore été clairement identifiée. Mais l'idée, c'est du coup d'améliorer la fiabilité des recherches à venir. Pratiquer la réplication à différentes échelles. Là, je vous ai parlé que du cas de grandes réplications faites par des grands consortiums, etc. Mais il est possible de le faire à notre échelle aussi. Par exemple, quand vous produisez une extension d'un papier existant, etc., refaire un nouveau, comment dire, une nouvelle baseline qui reproduirait le résultat du papier d'origine, c'est quelque chose qui peut être extrêmement pertinent pour la fiabilité du résultat et aussi pour vous assurer que la base sur laquelle vous êtes en train de travailler est fiable. Et ensuite, le dernier point, c'est le fait de pratiquer la science ouverte, donc open data, open code, open knowledge, pour rendre nos travaux réplicables. Pour le open knowledge, c'est vrai que maintenant qu'il y a HAL en France, bon, on est déjà bien dans cette démarche-là, mais c'est intéressant de s'y intéresser. Donc voilà, je reprends la petite blague du début avec changer de posture pour plus de succès. En l'occurrence, la changer de pratique pour plus de succès, c'est évidemment une bonne idée. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires dans le chat. Merci Gabriel. Je suspends juste l'enregistrement avant de passer aux commentaires. Merci pour cette super présentation. Bah, merci, j'espère que ça